Là, on est vraiment dans le flou le plus complet, quoi. Qu'est-il arrivé à Robert Pichon? Personne ne peut répondre. En effet, rien ne prouve jusqu'à présent que Robert Pichon ait été tué et brûlé dans la maison de Sainte-Hélène. 13 novembre 2007, nous sommes au cœur du massif des Vosges, à Senones, une petite ville de 3000 habitants. Ce mardi-là, c'est un jour comme les autres à la brigade de gendarmerie du village. Il est 14 h lorsqu'un jeune couple se présente. Ce couple, c'est Maude Tellier, qui a 26 ans, et son compagnon, Olivier Benoît, qui en a 34. Le visage d'Olivier Benoît n'est pas totalement étranger aux officiers. Et pour cause, c'est un délinquant notoire dans la région. Il a un casier judiciaire de braqueur. Il est connu aussi pour être un toxicomane dans le secteur de Moyenmoutier, où il habite, quoi. Donc, bon, il est, on va dire, fiché par la justice. Et à peine arrivé à la gendarmerie, Maude Tellier et Olivier Benoît font un aveu incroyable. Quand le couple arrive dans cette gendarmerie, ils sont au comptoir, face au planton, et il va se passer un truc absolument extraordinaire, c'est qu'ils vont dire, quasiment de concert, voilà, on vient vous voir parce qu'on a tué notre voisin. On est dans un petit village, dans un département où il ne se passe pas grand-chose, et c'est un peu la stupéfaction, si vous voulez. Les gendarmes regardent ces deux-là en se disant « qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter ?» Les gendarmes ne comprennent pas très bien ce qui est en train d'arriver. C'est pas des choses qui arrivent régulièrement, ce genre de situation. Les gendarmes tombent des nues. C'est bien la première fois que quelqu'un vient ainsi revendiquer un crime. Habituellement, les gendarmes cherchent les auteurs d'un corps qu'ils ont retrouvé assassiné. Là, on vient leur expliquer que quelqu'un a été assassiné et ils n'ont pas eu à arrêter ces gens-là, ils viennent spontanément se livrer. Les deux jeunes gens racontent que leur victime serait un certain Robert Pichon, un retraité de 61 ans, ami et voisin du couple, à Moyenmoutier, à une trentaine de kilomètres de là. Olivier Benoît, Maude Tellier et Robert Pichon se connaissent depuis le début de l'année 2007, janvier, allez, on va dire décembre 2006, janvier 2007. Ils sont, pour ainsi dire, voisins. L'appartement du couple Benoît Tellier et puis la maison de Robert Pichon est sur une espèce de petite place, la place d'Aubertal à Moyenmoutier, donc si vous voulez, on peut les considérer comme des voisins. Au fil du temps, ils ont appris à se connaître, à s'apprécier et puis à se faire confiance. Donc c'était initialement des relations de voisinage qui ont, au fil du temps, dérivé en des relations d'amitié, je crois qu'on peut le dire. Aussitôt, les gendarmes s'interrogent. Pourquoi le couple aurait-il tué leur ami? Qui est ce Robert Pichon? Et pourquoi le couple vient-il se dénoncer? C'est une histoire pour le moins étonnante que Maude Tellier et Olivier Benoît vont raconter aux gendarmes. Les deux jeunes gens sont immédiatement auditionnés individuellement. Maude Tellier et Olivier Benoît vont raconter dans le moindre détail le déroulement du crime. Deux témoignages en tout point identiques. L'histoire commence 6 semaines plus tôt, le 26 septembre 2007, dans la matinée. Le couple se serait rendu à Sainte-Hélène, un petit village où la mère d'Olivier Benoît possède une maison. Ils seraient venus chercher du bois et auraient demandé à leur voisin Robert Pichon de les accompagner pour les aider. Olivier Benoît, Maude Tellier et Robert Pichon décident d'aller couper du bois où Olivier Benoît, ou en tout cas la mère d'Olivier Benoît, a une sorte de maison. Et ils emmènent Robert Pichon pour tout simplement faire du bois de chauffage. Mais Olivier Benoît et Maude Tellier affirment qu'à peine arrivés sur place, ils ont commencé à se sentir très nerveux. Et pour cause, ces deux toxicomanes en sevrage auraient commencé à ressentir violemment les effets du manque. Les deux sont toxicos, héroïnomanes depuis des années, et ils ont décidé d'arrêter, mais pour arrêter, ils utilisent le Subutex, donc un produit de substitution à l'héroïne, pour calmer les crises de manque. Ils pensaient avoir
stock de produits de substitution sur place et s'aperçoivent en arrivant qu'en réalité, le stock est vide. Olivier repart seul à Moyen-Moutier pour rechercher des produits pour passer la journée à Sainte-Hélène. Olivier parti, Maude Tellier et Robert Pichon sont alors seuls dans cette maison isolée en pleine campagne. Nous sommes en plein hiver, il fait froid, et Maude Tellier raconte aux gendarmes qu'elle aurait proposé à Robert Pichon de faire du feu dans la maison. Ce que dit Maude, c'est qu'elle est en train d'attiser le feu auprès d'un fournil, donc elle est penchée en avant. Robert Pichon l'aurait alors suivi près de la cheminée. Et contre toute attente, le vieil homme lui aurait fait des avances. Voilà ce que Maude Tellier raconte dans sa déposition. Il m'a dit, ça nous laisse du temps. J'ai dit, prends pas tes rêves pour des réalités. Maude Tellier affirme ensuite que Robert Pichon l'aurait attrapé par la robe et aurait commis un geste déplacé. Il m'a mis un doigt. Ça prendra pas longtemps, me répétait-il. T'as qu'à te laisser faire. Robert Pichon, ça donnerait des attouchements, il aurait craqué, il aurait été pris apparemment de pulsion, en tout cas c'est ce que raconte Maude Tellier. Robert Pichon aurait agressé, c'est ce que dit Maude Tellier, aurait agressé sexuellement la jeune femme. Pour se défendre, Maude Tellier se serait alors saisie d'un outil posé à côté de la cheminée. Et elle va le frapper à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il tombe. À plusieurs reprises, Maude frappe violemment Robert Pichon avec un manche de hache. La jeune femme explique que le manque de drogue a décuplé son agressivité. Au moment où elle se fait agresser, ça elle a expliqué les choses, qu'elle a eu comme un coup de sang. Bon, sachant qu'en plus peut-être elle était en manque puisqu'ils n'avaient pas pu prendre en quantité suffisante leurs produits de substitution. Donc elle dit avoir eu une réaction extrêmement violente. Maude Tellier explique que ce n'est qu'après quelques secondes qu'elle se serait rendue compte de la gravité de son geste. Lorsqu'elle voit cet homme-là s'écrouler sur le pas de la porte, elle l'explique, elle dit je n'ai pas osé, je n'ai pas osé aller même ne serait-ce que le toucher, voir s'il était vivant ou pas. J'ai vu du sang s'écouler de la bouche, elle s'est effondrée. Bon, elle s'est effondrée dans un coin de la pièce et elle a attendu qu'Olivier Benoît revienne. Ce n'est qu'une heure plus tard, en fin de matinée, qu'Olivier Benoît serait revenu à Sainte-Hélène et qu'il aurait constaté le drame. Il constate l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire qu'il pousse la porte, il a le corps de Robert Pichon qui est là, à même le sol. Olivier Benoît voit un corps qui est assis, dont s'est écoulé du sang au niveau de la bouche. Il y a des traces de sang sur le sol, à côté de Robert Pichon, dans une partie un petit peu incurvée du sol. Maude lui raconte ce qu'il s'est passé. Olivier Benoît s'assure de l'état de santé de Robert Pichon et en arrive à la conclusion que ce dernier est décédé. Face aux gendarmes, Olivier Benoît explique que son premier réflexe a été de vouloir appeler les secours pour tout leur raconter. Mais qu'au dernier moment, il aurait paniqué. Il a peur parce qu'il est connu des services de police, parce qu'il a peur qu'on ne le croie pas compte tenu de son passé judiciaire. C'est un toxicomane qui a fait 12 ans de prison, 12 ans de réclusion criminelle pour des vols à main armée. Il est connu donc pour des affaires de toxicomanie, ce qui ne va pas arranger ses affaires, ses relations avec les services de police ou de gendarmerie. Il est hanté par le fait qu'on ne va pas le croire. Il le dit. Quoi que je fasse, quoi que je dise, on dira c'est pas vrai. Moi j'ai un passé, j'ai un passif.
pénal, judiciaire, un passif d'incarcération. On ne me croira pas. Olivier Benoît est persuadé qu'il fera d'autant plus figure de suspect idéal que sa compagne, Maude, ne porte aucun stigmate de l'agression qu'elle a subie. Il voit bien que Maude n'a pas de séquelles, de traces de violence sur elle. Ses vêtements ne sont pas déchirés, elle n'a pas reçu de coups, elle n'a pas un bleu, elle n'est pas griffée. Faute de preuves pour étayer la tentative de viol et la légitime défense, les deux jeunes gens expliquent aux enquêteurs qu'ils n'ont trouvé qu'une seule solution pour s'en sortir. Alors on va se débarrasser du corps. Alors ce meurtre n'aura pas eu lieu. Mais alors comment faire? Maude Tellier et Olivier Benoît affirment avoir tout improvisé. Ils vont enrouler le corps dans un drap. Le charger dans une brouette. Ils vont à l'arrière de la maison dans le champ et là ils tombent sur un tas de bois. Ils se disent bon bah c'est simple, on va le brûler. Olivier Benoît et Maude Tellier auraient chargé les rondins de bois, puis auraient méthodiquement constitué le bûcher. Ils font un sandwich, ce qu'ils appellent eux, en tout cas c'est ce qu'ils racontent aux enquêteurs, un sandwich avec le corps de Robert Pichon, c'est-à-dire qu'une couche de bois, le corps, une seconde couche de bois. Olivier Benoît va prendre de l'essence qui se trouvait dans un réservoir de moto ou de voiture dans le jardin, arroser le bûcher d'essence pour que ça prenne naturellement et que ça brûle plus facilement. Enfin, Olivier Benoît aurait allumé le foyer à l'aide d'un briquet. Seulement voilà, l'embrasement aurait été si soudain qu'Olivier aurait été touché par les flammes. Il a quand même ce réflexe de se jeter au sol et de se rouler dans l'herbe pour éteindre l'incendie. Il est quand même brûlé sur toute une partie du haut du corps, le bras, un peu le visage. C'est des brûlures qui lui font extrêmement mal, il n'arrive pas à le supporter. Maude Tellier va tenter de le soigner avec des crèmes hydratantes, de la biogaz, enfin des choses comme ça. Mais les blessures sont beaucoup trop graves, beaucoup trop importantes. On ne peut pas le laisser comme ça. Alors que le corps de Robert Pichon serait encore en train de se consumer à ciel ouvert, le couple affirme s'être rendu aux urgences de l'hôpital le plus proche. Les douleurs doivent être assez insupportables, donc il décide d'aller se faire soigner à Saint-Dié. Aux urgences de l'hôpital Saint-Jacques de Saint-Dié, le diagnostic des médecins est formel. Les brûlures d'Olivier Benoît sont trop importantes pour qu'il reste dans l'établissement. L'homme doit rejoindre au plus vite un centre spécialisé pour les grands brûlés. Devant l'ampleur des brûlures, ce qui laisse à penser qu'effectivement, c'était lors d'une opération et de la mise en place d'un feu important, les médecins décident de l'héliporter à Metz, ce qui signifie manifestement que les brûlures sont très importantes. Olivier Benoît est transporté au centre hospitalier régional de Metz à 150 km de là. Mais comme il l'explique aux gendarmes, malgré la douleur, il n'aurait eu qu'une idée en tête, faire disparaître le corps de Robert Pichon, à tel point qu'il aurait pris une décision radicale. Olivier Benoît, qui est complètement brûlé, qui devrait rester plusieurs jours finalement, il sait quand même qu'il y a un corps qui brûle dans son jardin. Donc il signe une décharge de responsabilité pour pouvoir sortir de cet hôpital plus tôt. Seulement le jeune homme va très vite se rendre compte que les choses ne se sont pas du tout passées comme il les avait prévues. C'est dans la nuit qu'Olivier Benoît et Maude Tellier seraient rentrés à Sainte-Hélène. Mais arrivés sur place, ils auraient découvert que le corps de Robert Pichon ne s'était pas entièrement consumé. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils s'aperçoivent que c'est une catastrophe parce que le corps n'a pas complètement disparu, n'a pas complètement brûlé, malgré, je crois qu'il y avait 3, 4, 5 stères de bois pour alimenter le foyer. Et on sait qu'un corps, c'est très difficile à faire disparaître, les os ne disparaissent pas comme ça, et il faut des stères et des stères de bois pour que ça disparaisse totalement. Assisté de Maude, Olivier Benoît aurait alors décidé de raviver les flammes. Ils expliquent qu'ils ont rallumé le feu, ils ont brûlé le tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.
Laissant le bûcher finir de se consumer, le couple serait rentré dans la maison pour nettoyer méticuleusement la scène de crime. Maude explique qu'elle a nettoyé avec des produits détergents classiques. Déterminés, les deux amants n'auraient épargné aucun détail. Ils auraient même employé les grands moyens. Olivier Benoît a plâtré cette partie qui était un petit peu incurvée pour justement masquer ce qui pouvait rester de ces traces de sang. Ils vont déplacer des meubles, ils vont repeindre des meubles, même pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait même pas peut-être de traces d'empreintes, rien. Voilà, tout va être lessivé, tout va être nettoyé, repeint, plâtré, donc il n'y a plus rien. Le couple précise qu'il aurait jeté les dernières preuves au feu. D'abord, un rideau qui aurait servi à éponger les traces de sang, ainsi que le manche d'une hache avec lequel Maude Tellier se serait défendue contre son agresseur. Et Olivier ne se serait pas arrêté là. Pour faire disparaître les traces du bûcher, faire disparaître éventuellement les traces de corps, enfin de peau, de dents qui auraient pu rester sur place, il explique, Olivier Benoît, avoir gratté le sol, avoir ramassé l'ensemble de ce qu'il avait récolté à l'emplacement du bûcher, avoir rempli des seaux et être allé les vider à Épinal. C'est à une vingtaine de kilomètres de Sainte-Hélène, au port d'Épinal, que Maude Tellier et Olivier Benoît disent s'être débarrassés des cendres du cadavre de Robert Pichon. Ensemble, ils auraient jeté les deux seaux dans le canal, supprimant par là même les ultimes preuves potentielles. Le récit du couple, particulièrement méticuleux et détaillé, ressemble à s'y méprendre à un scénario élaboré par des criminels chevronnés. Et ils ont pensé à tout, afin d'éviter que les voisins ne se posent trop de questions sur la disparition de Robert Pichon. Ils auraient alors brouillé les pistes en lui inventant une nouvelle vie. Ils avouent qu'ils ont essayé de faire croire à l'entourage de Robert Pichon. Alors l'entourage de Robert Pichon, c'est assez réduit, parce que c'est pas quelqu'un qui avait une vie mondaine ou sociale intense, Robert Pichon, quoi. Donc auprès de ces gens-là, ils font croire qu'il est parti en vacances dans le sud, où il est censé avoir une habitation à Cannes. Le couple aurait alors tout mis en œuvre pour accréditer leurs propos et convaincre tout le monde que Robert Pichon est bel et bien parti sur la Côte d'Azur. Comment le font-ils? Ils le font en procédant à des retraits d'argent avec sa carte bancaire. Alors, étant précisé qu'ils avaient le code secret de Robert Pichon parce qu'ils avaient des liens d'amitié assez profonds, et puis Robert Pichon leur avait donné le code de la carte bleue pour faire diverses courses, etc. Donc Olivier Benoît fait des retraits d'argent sur les Vosges, dans le sud à Cannes, et puis également à Paris. Ils le font vivre également en payant des factures courantes de Robert Pichon, EDF, enfin, tout ce que tout le monde peut payer, et envoie également des SMS avec le téléphone de Robert Pichon, donc dans différents lieux pour la géolocalisation, que ce soit à Cannes ou à Paris, sur le téléphone d'Olivier Benoît en lui disant « c'est Robert, tout va bien », etc., etc. Donc ils le font vivre pendant un certain laps de temps. Le plan élaboré par Maude et Olivier a été si bien pensé que personne jusqu'à aujourd'hui ne se souciait du sort de Robert Pichon. À les croire, ce serait donc un crime parfait que le couple vient d'avouer aux gendarmes. Le corps disparaît, personne ne recherche la victime. Donc s'ils ne se rendent pas, personne ne va venir leur poser des questions, les interroger. Ou si on les interroge, ils diront ce qu'ils avaient commencé à dire, c'est-à-dire que M. Pichon, il est parti en vacances. Nous, on n'en sait pas plus, il nous a dit qu'il partait là. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi donc, 1 mois et demi après la mort supposée de Robert Pichon, après avoir brouillé les pistes, et alors que personne jusqu'à présent ne s'interrogeait sur la disparition du retraité, pourquoi ce couple est-il venu se dénoncer ? Olivier Benoît se rend compte que sa compagne est affectée par ce qui s'est passé, on le serait à moins. Dans un premier temps, il décide de prendre la fuite. Donc ils prennent leur véhicule et puis descendent direction l'Espagne. Et puis ils discutent évidemment sur le chemin, et puis arrivés du côté de Lyon, Valence, ils décident que ça suffit. Ils font demi-tour
et vont à la gendarmerie pour se livrer. Olivier Benoît et Maude Tellier vont expliquer que s'ils se sont constitués prisonniers, s'ils sont venus raconter cette histoire aux gendarmes, c'est qu'ils étaient pris de remords et qu'ils voulaient soulager leur conscience. Ce retour à la gendarmerie marque donc la fin du récit. Une fois leur déposition signée, Maude Tellier et Olivier Benoît sont placés en garde à vue. La priorité des gendarmes est désormais de vérifier point par point les dépositions du couple. Mais les enquêteurs vont très vite s'en rendre compte. Cette histoire suscite bon nombre de questions. Ce soir-là, de novembre 2007, commence l'affaire Pichon. Le lendemain, le 14 novembre 2007, les gendarmes entament leurs toutes premières investigations. Mais pour eux, la tâche s'annonce ardue, car cette affaire est plus qu'inhabituelle. La première particularité, je crois que c'est une affaire dans laquelle les enquêteurs vont travailler à l'envers, puisque vous avez deux personnes qui vont se dénoncer dans une gendarmerie, disant « nous avons tué quelqu'un et nous avons fait disparaître le corps ». Pour les gendarmes, il est donc urgent de trouver des indices pour permettre de confirmer la version du couple. Les experts scientifiques de la gendarmerie se rendent alors sur les lieux du crime supposé. La police scientifique de la gendarmerie commence à débarquer dans la maison de Sainte-Hélène et commence à la passer au crible pour essayer de trouver des traces qui corroborent ou ne corroboreraient pas la version des deux suspects, des deux personnes qui viennent se livrer. Théoriquement, s'il y a eu un meurtre, les experts devraient retrouver des traces sans trop de problèmes. C'est quand même pas des grands professionnels de la dissimulation de crime, effectivement, Maude Tellier et Olivier Benoît. Surtout qu'en plus, si ce qu'ils décrivent est vrai, ils ne l'ont pas prévu. Donc ils se retrouvent confrontés à quelque chose qui les dépasse, ils ont choisi ni l'endroit ni le moment. Donc normalement, ça doit on doit retrouver des traces. Les experts s'intéressent tout particulièrement à la porte d'entrée, là où Maude Tellier dit avoir porté le coup fatal. Là où Olivier Benoît aurait retrouvé Robert Pichon, gisant dans son sang. Ce qu'il nous raconte, c'est que quand Maude Tellier frappe Robert Pichon, il y a effectivement beaucoup de sang projeté, c'est absolument évident. Du sang au sol, mais du sang sur les murs. On peut imaginer la violence de la scène, et donc il y a du sang projeté, des gouttes, parfois des micro-gouttes, etc., etc. Et pour révéler des traces de sang, les experts scientifiques ont une méthode infaillible, même quand la scène de crime a été entièrement nettoyée. Normalement, on doit retrouver des traces, notamment avec un produit qui s'appelle le Blue Star, qui est un produit qui permet de révéler des traces de sang qui sont invisibles à l'œil nu. Si du sang a été lavé en quelques secondes, des taches bleues fluorescentes apparaissent au contact du produit. Après quelques instants, il faut se rendre à l'évidence. Le produit ne réagit pas. Il ne retrouve rien. Bizarrement, il n'y a plus une seule trace, même pas une micro-goutte de sang qui reste dans cette maison. Aucune trace de sang ni sur le mur, ni sur le sol. Les enquêteurs vont alors s'intéresser au pas de la porte d'entrée, là où le sang de Robert Pichon aurait coulé. Olivier Benoît avait déclaré qu'il avait replâtré l'entrée de la maison parce qu'il y avait du sang. On a ôté le plâtre, on l'a décellé et on a effectivement retrouvé 2 taches de sang humain. Mais s'agit-il du sang de Robert Pichon? Impossible de l'affirmer. On sait que c'est du sang humain, mais on ne sait pas qui l'appartient. Comme le sang, enfin en tout cas le sol avait été lavé avec des produits détergents, etc., ils ne peuvent absolument pas l'attribuer à telle ou telle personne. Factuellement, ça prouve rien. La conclusion des enquêteurs, c'est que dans la maison, ils ne retirent aucun élément matériel permettant d'aller dans le sens de la version donnée par Olivier Benoît et Maude Tellier, soit éventuellement dans le sens d'une autre version. Quelques gouttes de sang à peine, pas d'ADN identifiable, pas non plus d'empreinte digitale. Rien ne prouve jusqu'à présent qu'un crime ait été commis dans cette pièce. Alors, les experts misent sur le jardin, l'endroit où le couple dit avoir brûlé le corps.
sur les premières analyses, on retrouve rien. Rien du tout. La terre, il n'y a que dalle, quoi. C'est-à-dire qu'il ne découvre pas de traces de feu, il ne découvre pas de traces d'accélérateur de feu, c'est-à-dire l'essence qui laisse là vraiment des traces, surtout qu'il est question d'une dizaine de litres d'essence, donc inutile de vous dire que ça passe pas inaperçu. Il ne découvre rien. Rien sauf un bracelet de montre métallique qui est calciné et un morceau de lunette qui lui aussi est brûlé. Donc ce sont les deux seuls éléments qui restent à cet endroit, sous-entendu par là qu'il n'y a pas de traces d'éléments humains, d'éléments osseux, de dents, etc. À qui appartenaient ces lunettes et ce bracelet de montre? Malheureusement, la dégradation de ces deux objets ne permettra pas aux experts de répondre à ces questions. Reste une dernière expertise scientifique à effectuer pour savoir si Robert Pichon a bien été carbonisé à cet endroit précis. Car dès qu'un cadavre est exposé à l'air libre, il attire des insectes qui se nourrissent de chair morte, des larves qui apparaissent généralement dans les 3 heures suivant le décès. On appelle cela des insectes nécrophages. Pour revenir sur les faits, on sait qu'il y a eu 2 crémations. Une première où il s'est brûlé, où il a dû partir à l'hôpital en laissant le corps comme ça en l'état, qui n'était évidemment pas complètement consumé. Donc il y avait des restes humains, selon la version du couple, des restes humains qui auraient nécessairement, parce que ça a duré longtemps, attiré ces insectes nécrophages. Et donc si ça avait été le cas, on en aurait retrouvé des traces. Or là, en l'occurrence, on ne retrouve aucune trace du passage de ces insectes nécrophages. Donc là, ça pose un problème. Seulement 1 mois et demi s'est écoulé et les traces d'insectes ont très bien pu disparaître. Mais il y a une autre possibilité. Robert Pichon n'avait peut-être pas été carbonisé ici. On sait que faire disparaître un corps en le brûlant, c'est très compliqué parce qu'un corps est composé essentiellement d'eau, quoi. Et qu'il y a des parties en plus, comme les dents et les os, qui sont censées ne pas brûler, ou alors des températures telles qu'il faut des fours industriels. Aujourd'hui, la science permet de retrouver un corps. Bon, c'est quasiment impossible de dissimuler totalement un corps. On sait très bien qu'un corps ne brûle pas intégralement. Et puis il y a l'ADN, et puis etc., etc., etc. On ne retrouve rien. On ne retrouve rien. Il est où, Robert Pichon? Aucune trace du corps, aucune trace de feu, c'est à n'y rien comprendre. Alors les gendarmes vont employer les grands moyens. La gendarmerie va même faire appel à nos satellites français qui sont en orbite autour de la planète pour savoir si, par hasard, au moment des faits, un satellite militaire aurait pu ou non draguer le coin où il y avait la commune de Sainte-Hélène pour voir si effectivement il y aurait eu une trace de fumée, etc. Puis malheureusement, le satellite est passé, je crois, 3 jours avant ou 3 jours après, mais en tout cas pas le bon jour ou en tout cas pas au bon moment. Pour tenter d'avoir le fin mot de cette histoire, les enquêteurs vont alors vérifier un détail dans la déposition du couple. Port d'Épinal, le 22 novembre 2007. Les gendarmes se rendent à l'endroit précis où le couple raconte avoir jeté les cendres de Robert Pichon. Car ils cherchent un indice très précis, des restes du corps qui sont, eux, impossibles à détruire par le feu. Il n'y a pas beaucoup de courant à cet endroit-là, donc des plongeurs de la gendarmerie, sans doute aidés par les pompiers dont c'est la spécialité, vont organiser sur un périmètre de 400-500 mètres, organiser des plongées pour essayer de retrouver des morceaux d'ossements, parce que les cendres, évidemment, on ne va pas les retrouver. Ça a eu lieu, les plongeurs ont fait leur travail, ils n'ont rien trouvé. Ça vient donner un autre regard sur eux, sur le couple, quoi. Parce qu'on se dit, ou c'est des gens qui ont eu beaucoup de chance, qui ont commis un crime, on n'arrive jamais à rien prouver, quoi. Ou alors c'est quasiment des génies du crime, quoi. Là, on est vraiment dans le flou le plus complet, quoi. Qu'est-il arrivé à Robert Pichon? Personne ne peut répondre. En effet, rien ne prouve jusqu'à présent que Robert Pichon ait été tué et brûlé dans la maison de Sainte-Hélène. Les enquêteurs en viennent à s'interroger. L'homme serait-il toujours vivant? Et dans ce cas, où serait-il passé?
Les gendarmes vont tenter par tous les moyens de trouver la trace du retraité, en vain. Ils vont passer en revue au crible ses comptes, ses relations médicales, les liens qu'il a avec les médecins, son portable, et on voit que rien ne bouge, quoi, hein. Bref, tout concourt à laisser penser qu'il est mort, quoi, hein, qu'il est effectivement mort. Et puis depuis le 26, date à laquelle eux disent l'avoir tué, quoi, effectivement, personne ne l'a vu, il n'a pu donner aucun signe de vie. Enfin, il y a un dernier détail à vérifier. Les brûlures supposées d'Olivier Benoît sur son bras gauche et sur son visage, alors qu'il aurait mis le feu au cadavre de Robert Pichon. Or, le registre de l'hôpital Saint-Jacques à Saint-Dié-des-Vosges est formel. Il prouve que le 26 septembre 2007, jour de la mort supposée du retraité, le jeune homme a bien été admis aux urgences, puis transféré au centre hospitalier de Metz. À ce stade, les gendarmes disposent de quelques éléments, d'aveux circonstanciés, mais d'aucune preuve formelle. Alors ils décident de perquisitionner le domicile du couple, et sur place, ils vont enfin obtenir un indice. Une saisie est opérée d'un bas de pantalon de jogging d'Olivier Benoît, sur lequel on retrouve une trace de sang. Le pantalon est formellement identifié par Maude comme étant celui que portait Olivier Benoît le jour du crime supposé. Reste à savoir si le sang est bien celui de Robert Pichon. L'expert indique très précisément que le sang qui est retrouvé sur le pantalon d'Olivier Benoît est bel et bien celui de Robert Pichon. Alors au début, les enquêteurs sont, à vrai dire, assez contents d'avoir finalement, pour la première fois, quelque chose qui les relie à Robert Pichon. Robert Pichon, on l'a jamais vu, à un moment, on ne sait plus très bien. Et là on dit, bah si, en fait, si, voilà, on a du sang. Une simple tache de sang pour corroborer les aveux du couple, c'est bien mince. Mais les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir que la relation entre Maude Tellier, Olivier Benoît et Robert Pichon ne serait pas seulement amicale. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs vont découvrir qu'en août 2007, un mois seulement avant le drame, Robert Pichon avait porté plainte. Il affirmait alors avoir été victime d'un cambriolage. Robert Pichon a été hospitalisé pendant le mois d'août 2007 et pendant son hospitalisation, sa maison a été cambriolée et dégradée. Les meubles, tout a disparu, l'électroménager, la hi-fi, etc. Donc quand il revient de son hospitalisation, il constate les dégâts et puis le vol et va déposer une plainte. Compte tenu de l'importance du préjudice, les gendarmes avaient pris l'affaire au sérieux et donc ils avaient enquêté. En effectuant plusieurs perquisitions et une enquête de voisinage, les gendarmes apprennent quelque chose de particulièrement surprenant. Là, ils s'aperçoivent que le cambriolage a été orchestré avec la complicité de Robert Pichon pendant qu'il était hospitalisé et que le principal auteur de ce cambriolage n'était autre qu'Olivier Benoît. Pour les gendarmes, le cambriolage pourrait en fait dissimuler une escroquerie à l'assurance qui aurait été organisée par Robert Pichon et le couple Tellier-Benoît. Face aux enquêteurs, le couple avoue. De concert, ils se mettent d'accord, puisqu'ils ont tous besoin d'argent, hein, ils vivent de manière assez modeste. Maude Tellier est coiffeuse au chômage, Olivier Benoît, lui, travaille, fait des petits boulots d'intérim, et l'autre est retraité, et donc voilà, ces trois-là n'ont pas beaucoup d'argent. Donc ils s'imaginent simuler un cambriolage dans la maison de Robert Pichon pendant son absence, la vider du mobilier et dans le même temps commettre un certain nombre de dégradations pour obtenir une indemnisation de la compagnie d'assurance, sachant que Robert Pichon, a priori, était plutôt bien assuré. Une fois que Robert Pichon aurait été remboursé de son préjudice, soit une somme de 50 000 €, eh bien, il l'aurait partagé. Tout ça a été dealé à l'avance et l'idée étant de toucher à la fois l'argent de l'assurance et de revendre les meubles. Cette information interpelle particulièrement les enquêteurs. Ils se demandent si en fait la mort présumée de Robert Pichon ne dissimulerait pas un règlement de compte.
À ce moment-là, peut-être qu'Olivier Benoît s'est dit « mais pourquoi partager alors que je peux tout prendre ?» Et en faisant disparaître Robert Pichon, il règle tous les problèmes et il encaisse 50 000 €. La thèse des enquêteurs et de l'accusation, c'est « vous avez supprimé Robert Pichon pour toucher cet argent qui s'apprêtait à venir ». Et la défense répond assez habilement « mais attendez, c'était pas mon argent, moi je suis Olivier Benoît, expliquez-moi comment j'aurais pu toucher cet argent et tant qu'à faire, autant attendre que l'argent soit versé parce que par définition, puisqu'il est mort, l'argent ne sera pas versé. » A priori, la thèse de l'escroquerie à l'assurance tombe à l'eau. Mais les enquêteurs vont découvrir d'autres éléments qui pourraient tout de même corroborer la thèse de l'escroquerie. Janvier 2009. Après un peu plus d'1 an d'enquête, les gendarmes perquisitionnent le cabinet d'assurance qui assure les biens de Robert Pichon. Dans le dossier du retraité, ils vont découvrir des procurations dans lesquelles le vieil homme aurait donné plein pouvoir à Olivier Benoît sur ses finances en cas d'invalidité ou de décès. L'information est de taille. La découverte de ces procurations prouve tout simplement qu'Olivier Benoît pouvait encaisser le montant du remboursement de l'assurance, et pas que ça du reste, puisqu'il avait une procuration également sur les comptes bancaires, et donc en gros il n'avait plus besoin de Robert Pichon, et que si Robert Pichon venait à disparaître, il se trouvait à la tête de la fortune, entre guillemets, de Robert Pichon. Tout d'un coup, les enquêteurs ont le sentiment qu'ils tiennent là la clé de l'affaire, qu'ils tiennent là un mobile. Seulement une question se pose. Quel aurait été l'intérêt pour Robert Pichon de signer ces fameuses procurations? Le juge, en charge de l'affaire, se demande si ces papiers ne sont pas en réalité des faux. Il doit impérativement s'assurer, pour asseoir sa thèse du motif crapuleux, de savoir qui a fait quoi sur ces écrits. Pour authentifier l'origine de ces procurations et savoir si Olivier Benoît aurait pu préméditer le meurtre supposé, le juge ordonne pas moins de 4 expertises graphologiques. Problème, les résultats vont s'avérer plutôt contradictoires. Le juge d'instruction nomme plusieurs experts et au final, les experts, en tout cas un nombre d'experts plus important, dit que c'est Robert Pichon qui a bel et bien signé ces procurations, et un expert dit que c'est Olivier Benoît qui a signé ces procurations. Ces fameuses procurations ont été analysées. Là, en l'occurrence, il y en a une qui dit que c'est lui, l'autre qui dit que c'est pas lui. Pour l'heure, les gendarmes n'ont aucune preuve permettant d'établir la préméditation. Toutefois, un nouvel élément va mettre à mal la version de la légitime défense servie par Maud Tellier. Un élément qui laisse penser qu'elle a menti sur le scénario de ce qui se serait passé le jour du crime. En effet, les enquêteurs découvrent un certificat médical, un document dans lequel le médecin affirme que son patient est impuissant. Cette attestation d'impuissance, cette attestation médicale d'impuissance de Robert Pichon, l'accusation va s'en emparer comme d'un élément à charge contre Maud Tellier en disant « mais comment voulez-vous que cet homme qui est impuissant ait tenté de vous violer, madame ?» Cet argument est balayé d'un revers de main par les avocats de la défense. Pour eux, ce certificat ne prouverait rien, bien au contraire. Il aurait été établi dans des circonstances pour le moins troublantes. Ce certificat pose quand même un sérieux problème, puisque le médecin a été entendu dans le cadre de l'enquête pour savoir dans quelles conditions il avait été amené à rédiger ce certificat médical. Il indique très clairement dans la procédure qu'il a fait ce certificat médical à la demande de Robert Pichon. C'est-à-dire, M. Pichon est allé voir son médecin en lui disant « j'aurais besoin d'un certificat médical disant que je suis impuissant ». Et le médecin a rédigé très aimablement ce certificat médical sans faire la moindre vérification. Le certificat médical est l'illustration parfaite de ce qu'on n'a rien pour dire que M. Pichon était ou pas impuissant. Et quand bien même il le serait,
Encore une fois, ça ne prive pas une personne d'avoir des attirances sexuelles malgré tout. Et si Robert Pichon semble avoir tant insisté pour obtenir ce certificat, ce n'est peut-être pas par hasard. L'homme aurait voulu se défendre de graves accusations. L'enquête nous apprendra que Robert Pichon avait été inquiété, cette fois-ci, par une plainte d'une jeune fille, d'une voisine, qui, alors qu'elle avait une quinzaine d'années, et lui une cinquantaine, 50, 55 ans, bien là aussi aurait eu des gestes et des propos tout à fait déplacés à l'égard de cette jeune mineure. Donc Robert Pichon, on peut le dire, je veux dire, c'est quelque chose qui est établi. On ne doit jamais faire le procès de la victime, sauf quand c'est nécessaire. Mais en tout cas, en l'espèce, on peut dire très franchement que Robert Pichon est un délinquant sexuel. Et ce n'est pas tout. En 1995, Robert Pichon avait été reconnu coupable d'attouchement sexuel sur ses 2 filles. C'était un homme pas forcément très recommandable, Robert Pichon. Violent, son ex-femme le qualifie de pervers. Il a un comportement adorable en public devant ses voisins, mais dans le privé, on a des témoignages et qui sont pas très flatteurs. D'ailleurs, en 2009, les enfants de Robert Pichon se confiaient à des journalistes à la télévision et l'une de ses filles confirmait le caractère violent de son père. J'ai eu une enfance très difficile et de ce cas, étant petite, j'ai porté plainte contre mon père. Je n'étais plus en relation avec mon papa depuis l'âge de 16 ans. Donc on voit bien que Robert Pichon, il a un caractère quand même assez déviant. Alors ce que raconte Maud Tellier, finalement, si on évacuait et qu'on mette de côté cette histoire d'escroquerie, c'est quelque chose qui n'a rien d'impossible, au contraire. Effectivement, c'est quelqu'un qui apparaît comme étant capable de s'en prendre sexuellement, enfin d'agresser sexuellement une femme. Cette réputation de délinquant sexuel de Robert Pichon va faire naître les plus incroyables rumeurs autour du retraité. Deux ans après les faits, le corps de Robert Pichon n'a toujours pas été retrouvé malgré des fouilles minutieuses. De la même manière, aucune trace de crime n'a été retrouvée. Il n'en a pas fallu davantage pour que les voisins de Robert Pichon commencent à se poser une question. Et si le vieil homme avait choisi de disparaître volontairement ? Comme dans toutes les affaires de disparition ou de meurtre sans cadavre, il est évident que rapidement, on se demande, parfois en souriant, parfois sérieusement, est-ce que Robert Pichon est-ce que Robert Pichon est mort ? Les gendarmes font une enquête de voisinage et effectivement, un certain nombre de personnes pensent que Robert Pichon est toujours vivant et qu'en fait, il aurait organisé sa propre mort tout simplement pour échapper à des poursuites judiciaires, que tout ça n'est qu'une mascarade et que Robert Pichon est bel et bien vivant et qu'il se cache de peur de la justice. Une mascarade dont les complices auraient été Maud Tellier et Olivier Benoît, chargés de faire croire à sa mort. Est-ce que Robert Pichon a manigancé tout cela, manipulé le couple et puis fait en sorte de partir loin, on ne sait où il reste encore introuvable, et de partager les gains peut-être avec le couple? Non, c'est absolument rien du tout. Certains témoins affirmeront même avoir aperçu le vieil homme dans le sud de la France, à la terrasse d'un café, bel et bien vivant. Mais l'information ne sera jamais confirmée. Faute de preuves, faute d'éléments, Maud Tellier et Olivier Benoît sont libérés en novembre 2008 après un an de détention préventive. Et chose rarissime pour les suspects d'une affaire toujours en cours, les deux jeunes gens vont multiplier les interviews. Exemple, en mai 2009, Maud Tellier confirme une nouvelle fois sa version des faits. Elle a tué Robert Pichon par légitime défense. Je l'ai frappé comme une folle, quoi. J'ai passé mes nerfs sur lui. Et jusqu'à temps qu'il tombe, et puis après il est tombé, il ne bougeait plus.
J'ai dit toute la vérité et il doute encore, donc faut que je monte pour qu'il me croie ou je sais pas quoi faire pour qu'on me croie, quoi. Franchement, j'ai tout dit dans les moindres détails. J'ai dit 30, 40 fois, 50 fois la même histoire. Ça aurait pas été vrai, je me serais emmêlé les pinceaux, je dirais pas tout le temps la même chose, quoi. Juin 2011, tribunal d'Épinal. Après 4 ans d'enquête, le parquet requalifie l'affaire Pichon. Maude Tellier et Olivier Benoît ne seront plus jugés pour meurtre par légitime défense, mais avec préméditation. La peine encourue est désormais beaucoup plus lourde. Le juge d'instruction change son fusil d'épaule et dit « Moi, j'estime que j'ai suffisamment d'éléments pour prouver que ce meurtre était prémédité. » Un meurtre prémédité, ça s'appelle un assassinat, et là, on encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Conséquence de la requalification du crime, le couple est de nouveau incarcéré. Pour la défense, Robert Pichon a bien agressé sexuellement Maude Tellier. Certes, le couple a avoué avoir préparé l'escroquerie à l'assurance avec le vieil homme, mais pour les 2 jeunes gens, tout le reste serait vrai. C'est en voulant se défendre qu'elle l'aurait tué, rien de plus. Pour l'accusation, en revanche, il s'agit d'un crime crapuleux préparé avec soin pour toucher l'argent de l'assurance. Robert Pichon aurait donc été victime d'un crime avec préméditation. Problème, le seul élément matériel dont disposent les enquêteurs est le pantalon de jogging d'Olivier Benoît sur lequel a coulé le sang de Robert Pichon. Seulement, il ne peut pas être considéré comme une preuve. Et voici pourquoi. Ce que l'ADN donne au niveau matériel, de façon concrète, indiscutable, incontestable, c'est qu'à un moment donné, Robert Pichon a saigné à proximité, même pas d'Olivier Benoît, de ce pantalon, a saigné sur ce pantalon. Voilà, c'est ça que ça donne, stricto sensu. Une seule chose est sûre, c'est un procès particulièrement compliqué qui s'annonce. On va demander une fois de plus aux jurés de remettre de l'ordre, d'essayer de remettre de l'ordre dans un dossier qui est totalement en désordre. Est-ce qu'on va avoir des éléments nouveaux? Est-ce que la version des faits va être maintenue? Est-ce que, peut-être, on ne sait jamais, on peut peut-être même espérer un jour revoir Robert Pichon, on n'en sait rien. C'est le charme de cette affaire aussi, hein, c'est qu'on est en perpétuelle spéculation, alors qu'il y a des années d'enquête. C'est pas fréquent des affaires où on n'a pas de cadavre, pas d'armes, pas de mobile, pas de preuves, et où ce sont les auteurs présumés qui viennent se dénoncer, et s'ils ne s'étaient pas dénoncés, ils n'auraient probablement pas été inquiétés. Et ce pourquoi ils se dénoncent, c'est à peine convaincant. Tout ça est assez unique. Le procès en assises de Maude Tellier et d'Olivier Benoît devrait se tenir dans les mois qui viennent. En attendant d'être jugés, ils sont toujours en détention provisoire. Quant à Robert Pichon, il reste mystérieusement introuvable.